Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à notre plateau, à votre plateau également de prédilection, Mag le Bazar. Il faut dire que la tradition congolaise voudrait que chaque 15 août, date de l'accession de notre pays à l'indépendance, soit commémorée. Mais à côté de cette célébration festive, il faut le dire, il est de bonne loi et il est plus responsable pour nous, pour devoir de mémoire, de revenir souvent sur les grandes séquences qui ont marqué cette histoire, n'est-ce pas, de notre indépendance de 1960 jusqu'à nos jours. Comme pour dire, quelles leçons pouvons-nous tirer 62 ans après? En tout cas, une entreprise aussi périlleuse, il faut le dire, parce qu'il faut remonter le temps. Et ceci avec trois intellectuels pointus et bien connus au Congo-Brazzaville, pourquoi pas ailleurs, pointus de par leur courage et la rigueur de la structure de leur pensée, en tout cas, parce que ce sont des universitaires. Deux parmi eux, il faut le dire, ont marqué en fait l'histoire de notre pays, du fait qu'ils se sont prononcés à l'époque contre la construction du mémorial Pierre Savorian de Brazza, ce qui est un moment fort dans notre histoire. Et il s'agit donc du professeur Grégoire Lefoba et M. Atondi Lekas. À côté, nous avons reçu le professeur Anaclé Tchomambe. Bonjour en tout cas les doyens. Je me permets de vous appeler de la sorte parce que je suis un élève pour vous. Et je vous mets en face des Congolais. Question d'apporter aux Congolais de la matière, de vos analyses, de votre expérience sur ce qu'est de leur indépendance. Alors, première question. Vous savez mieux que nous, messieurs les professeurs, messieurs les universitaires, l'histoire de notre pays. Vous êtes souvent revenus sur cette question. Alors, les Congolais, de génération en génération, s'interrogent au quotidien sur ce qu'a été leur indépendance, comment nous sommes arrivés à l'indépendance, et de cette période jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons gagné, qu'est-ce que nous avons bénéficié, quelles leçons pouvons-nous tirer. Mais de prime abord, nous sommes en droit d'examiner la qualité de notre indépendance, c'est-à-dire comment sommes-nous arrivés à notre indépendance, comment l'avons-nous acquise. Et la question est directement adressée à M. Atondi Lekas. Bon, moi je suis professeur de lettres. Voilà. Je crois que pour aborder des questions aussi complexes, il faut commencer par en définir le concept. Voilà. Le dictionnaire Robert dit « Être indépendant, c'est subvenir à ses besoins sans avoir à se référer à autrui. Bon, dans le cadre de ce qu'on appelle émancipation, on remet l'idée selon laquelle on se sépare d'une puissance tutélaire, celle qui vous tient en servitude. Je ne voulais pas poser et allonger les définitions. Donc, on ne vient donc à se poser la question, est-ce que le Congo est indépendant? Si le concept que j'ai défini ont été bien compris, on peut se rendre compte que ça ne l'est pas. Et en plus, cette histoire est faite de beaucoup d'ambiguïté au Congo. Parce que il y a eu d'abord la conférence de Brazzaville. Et dans l'opinion, on raconte comme ça à satiété que ça a été le point de départ de l'indépendance, ce qui est faux. Et il faut que l'histoire du Congo, le professeur Lefoba va nous en parler, soit enseignée correctement. Donc,
Quand De Gaulle ouvre la conférence, il dit « Il n'y aurait aucun progrès qui soit progrès si les hommes sur leur terre natale n'en profiteraient pas, moralement et matériellement, ne pouvaient se lever peu à peu jusqu'au moment où ils seraient capables de participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires. C'est le devoir de la France de faire de telle sorte qu'il en soit ainsi. » Quand vous entendez le propos de De Gaulle, on reste assez optimiste pour dire qu'il engageait les gens vers une autonomie. Mais c'est faux, parce que les conclusions issues de la conférence de Brazzaville sont cyniques. Les fins de l'œuvre de civilisation accomplie par la France écartaient toute idée d'autonomie, toute possibilité d'évolution hors du bloc français de l'Empire. La constitution éventuelle, même lointaine, du self-government dans les colonies est à écarter. Donc, la conférence de Brazzaville n'a jamais jeté les bases de l'indépendance. Mais, comme beaucoup de choses qui se passent dans ce pays, on enfonce des mensonges dans la tête, n'est-ce pas, des jeunes. Qu'est-ce qui se passe? Le processus part de 1958. 58. En 1958, De Gaulle est investi président du Conseil en France et entreprend des voyages en Afrique pour expliquer le projet qu'il veut entreprendre. Il dit, le 28 septembre, les gens répondront par oui ou non. Oui, ça veut dire qu'ils veulent rester dans la communauté franco-africaine. Non, ils veulent l'indépendance. En ajoutant même un petit bémol en disant ou sécession. Ce qui se passe le 28 septembre 58, c'est qu'il y a 39 399 voix ont été enregistrées dans la catégorie de oui, c'est-à-dire ils veulent la communauté franco-africaine. Les non furent de l'ordre de 2181 voix. Donc ils ont refusé l'indépendance. Il y avait à l'époque, au Stade des Bouées, puisque j'étais présent, j'étais jeune, des gens qui avaient applaudi quand il avait évoqué le mot indépendance. C'est l'Union de la jeunesse congolaise d'Aimé Matika et le syndicat CGAT, syndicat africain de gauche, avec les Boukambu et les Tolinganga. C'est eux qui ont dit de voter non. Lazare Matsokota, dirigeant de la FEANF, a tenu une conférence de presse au bar à Feignon pour dire il faut qu'on vote non. Les gens n'ont jamais voté pour l'indépendance. Ils ont voté pour la communauté. Et ce qui est curieux, c'est que on raconte toujours comme ça les pères de l'indépendance. Ils n'ont jamais été les pères de l'indépendance, ils ne l'ont jamais revendiqué. Nous allons arriver là, le professeur Atondi Lekassi. Merci pour cette ouverture du bal. Une question aussi cruciale que vous venez de lancer déjà, les pères de l'indépendance. Mais logiquement, professeur Grégoire Lefoba, si je vais bien le déballer, il est fait par le professeur Atondi Lekassi tout de suite. Qu'est-ce que vous en dites au regard de ce qu'il vient de dire? Il y a la définition qu'elle a faite. Je voudrais vous remercier, m'invitant à une table où siègent le professeur Tchomambe et le professeur Atondi. C'est un événement pour moi, c'est important, mais je voudrais respecter la posture de la culture de chez nous. Absolument. Sans enfreindre aux règles de votre métier, que le professeur Tchomambe prenne la parole avant moi pour le début.
Je vous en prie. Alors, le professeur Radaclé, respect aux aînés. Alors, professeur, la balle vous est remise. Donc, on regarde ce que vient de dire le professeur Atondi Lekassi et sur la qualité ou comment nous avons accédé à cette indépendance. Il commence déjà à recuser la procédure d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Bon, ben, je crois que, physicien que je suis, il est difficile pour moi d'aller en profondeur sur des questions aussi complexes. Surtout que, à l'époque, j'étais encore élève, je ne m'occupais pas de ces choses-là. Et aujourd'hui, nous essayons un peu de visiter le passé. Oui. Mais je pense que aujourd'hui, il est difficile de renier la réalité qui est là. Le Congo est un pays indépendant. C'est ça qui est patent d'ailleurs. Il a accédé à la souveraineté internationale. Il est membre de l'ONU, reconnu comme tel. Alors, je crois que tout ce qui va suivre relève un peu de cette situation. Parce que si nous partons sur la base selon laquelle le pays n'était pas indépendant, ça veut dire qu'on cherche des excuses. Qu'on a failli parce qu'on n'avait pas la plénitude de nos actes. C'est pourquoi rien n'a marché. Mais je pense que à partir de cette époque, même s'il y a eu des accords qui ont été signés en notre défaveur, il faut le dire, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan militaire, je crois qu'il faut mettre au compte de notre jeunesse. Nous n'étions pas préparés, je peux le dire, à assumer l'indépendance. Parce qu'un pays, pour être indépendant, doit remplir un certain nombre de conditions. Mais les conditions de l'époque ne permettaient pas à notre pays d'assumer l'indépendance. Mais on est passé par la communauté. C'était comme une transition. Je dis que ce n'était pas une mauvaise chose, c'était comme une transition. Mais après, il fallait assumer. Il fallait assumer parce que nous étions déjà mûrs. Donc, il y a un certain nombre de choses que nous aurions pu faire comme il se doit. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à ce stade du débat. Je préfère la suite parce que, au moins, dans la suite, j'ai été acteur. Alors, en tout cas, l'acteur principal, c'est alors le professeur Grégoire Lefouba à vous. Oui, je pense que le professeur Atondi a eu raison de définir, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Et parce que lorsqu'on définit, on nomme mal une chose, c'est le début de l'injustice. Ça, c'est Camus. Je pense que si on s'appuie sur la définition qu'il vient de donner, on peut aussi dire qu'il a raison par le fait. Vous savez que les médecins, quand vous avez la fièvre 38 degrés, on signale une affection. Oui. On cherche la cause. Je crois que sa définition participe du fait que après on va voir les attitudes des acteurs politiques. Mais d'ailleurs, en voulant passer par le concept, il nous envoie directement à ce qui est admis. Ouais. On appelle ça indépendance nominale. Parce que les accords signés après nous démontrent que nous avons besoin de nous autonomiser davantage. C'est pourquoi on parle. Après, on n'a pas de néocolonialisme, mais c'est comme si le colonialisme n'avait pas été achevé. Je crois que dès lors qu'un mouvement social est mal enclenché, les conséquences sont nombreuses.
pour paraphraser le professeur Tchomambi, non, ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut parler de l'histoire. On parle tous de la guerre mondiale, personne n'a été là quand il y avait la guerre mondiale. Mais par conséquent, ce qu'il dit est d'autant vrai que moi, après 60, nous avons continué à faire la fête du 14 juillet de la prise de la Bastille. Comment expliquer cela? Voilà. Moi, j'étais en 60. En 61, j'ai encore assisté. C'est peut-être la nostalgie. Bien que puisque le dernier commandant est parti de Fort-Roussé en 63 à Mazeno. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que, comme dit le professeur Tchomambi, on ne va pas... le fait est là. Que vous soyez arrivé au monde par césarienne ou par voie basse, l'essentiel est que vous soyez en vie. Maintenant, assumez votre responsabilité d'humain. Voilà le point sur lequel on peut être d'accord. Et puis, on verra les écueils. C'est pour cette raison que la définition qu'il donne d'entrée de jeu est, à mon avis, essentielle pour comprendre tout ce que nous avons connu. Voilà. Alors, le Tony, vous avez une réaction? Oui, je voulais ouvrir encore une autre porte. Vous étiez sur les pères de l'indépendance. Une question si importante. Oui. Voilà. Parce que... je vais vous donner des informations précises. Moi, j'étais au stade d'Éboué quand De Gaulle a fait son discours. Après le discours d'accueil de Barthélemy Boganda. Il fallait que je rentre à Makwa, où j'étais au séminaire, reprendre mes études. J'ai embarqué dans un véhicule d'un commerçant appelé Okombi Prosper, qui habitait la rue Bateke. Et quand je monte dans ce véhicule, il y a des militants MSA qui sont à bord, chargés de casiers de boissons de toute espèce, et qui montent dans le nord Congo pour mener la campagne du oui. Ah bon? Oui. Après moi, j'étais le seul lambda dedans, mais eux, c'était des militants du MSA dépêchés par Opango. Il y avait peut-être des enveloppes pour demander aux chefs de terre et de canton de voter pour oui au référendum. Youlou a fait la même chose. Dans le Puylou, ça a été la même chose. Et je trouve que c'est abusif de dire que c'était des pères des indépendances alors qu'ils ont été les pères de la communauté franco-africaine. Ça, c'est important à souligner. Voilà la vraie réflexion. Mais au Pango, là, je sors de Chaminade, je suis en vacances à Fort-Roussé, il vient accompagner le président Youlou dans le cadre de leur réconciliation et dit au Pango, nous n'avons jamais demandé l'indépendance. C'est le général de Gaulle qui nous l'a octroyé. Et puis il ajoute, où sont les cadres? Où sont les ingénieurs? Comment allons-nous gérer cette situation? Je vous rappelle une chose, le Congo avait, en 1960, 2 administrateurs de la France d'outre-mer, Jacques Malonga et Jean Tati. Il y avait 2 attachés de la France d'outre-mer, mon oncle Michel Bokomba et Balossa Jérôme qui s'occupait du travail. Et il y avait Poitiers Arsène qui était professeur certifié de mathématiques qui enseignait au lycée Victor Augagneux. Si on peut parler de cadre, il n'y avait que ça. Donc, quand Opango dit « nous, on n'a pas de cadre », la France répond « mais si, on vous donne les anciens administrateurs qui deviennent des coopérants et vos conseillers techniques. » Donc, en fait, les gens qui soufflent des choses qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça que je dis, lorsqu'on organise le référendum, les Congolais, à 330 000 voix, votent
oui pour la communauté. Et 2181 votent pour le non et l'indépendance. C'est donc les minoritaires. Donc, et lorsque les choses emportent empruntent ce chemin, tout dérive. Pourquoi? Parce que le 15 août 1960, commençons d'abord par la nuit du 14 au 15 août. Il y a des rites quand un pays devient indépendant, oui. Dans une colonie. On baisse le drapeau de l'ancienne puissance coloniale et on monte celui du nouvel État. Lorsque, à minuit, on veut baisser le drapeau, on monte d'abord le drapeau congolais et on veut baisser le drapeau français, le président Youlou s'oppose. Il dit il ne faut pas séparer la mère de l'enfant. On a beau lui expliquer, il ne voulait rien savoir. Et les deux drapeaux sont restés montés sur le mât. Et les militaires français, dans la nuit, ont retiré le drapeau français pour laisser que le Congolais. Mais cette situation n'est pas éloignée de celle de Léon Mba, Ouais, exactement. Ouais. qui dit sur le perron de l'Élysée, tout Gabonais a deux patries, la France et le Gabon. Alors, c'est dire que c'est vrai ce que le professeur Grégoire Lefebvre... Même si c'est des anecdotes, mais Voilà. enfin... Le décor planté, en tout cas. Mais C'est la ce que réalité. je raconte, Oui. c'est écrit dans le livre de Guy Georgy, petit soldat d'Empire, Empire, ouais. qui fut le patron du Congo, représentant les intérêts français après l'indépendance. Alors, ça, c'est donc les conditions d'enfantement de notre indépendance. Oui. Et après, là, le pays a évolué. Et le pays a toute une histoire. Oui. Et aujourd'hui, on s'interroge, de là jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de séquences. Oui. Et on peut donc se permettre d'examiner ces séquences. Oui. Alors, le professeur Grégoire Lefebvre, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, la gestion de nos libertés, qu'est-ce que vous en dites voilà. Et avant de... Non, tout à l'heure, le professeur Atondi m'a demandé précipitamment de prendre la parole. Il s'agit d'un sujet d'histoire, mais je suis venu justement pour interroger l'histoire. Mais permettez-moi, parce que si nous restons sur les faits, nous le ferons, ça deviendra comme une tradition. Mais je veux qu'on se débarque des faits, puisque les faits sont connus, Ouais. et la personne ressource est là au milieu. Démarquons-nous de ça, interrogeons effectivement l'histoire. Mais justement, en tant que philosophe, je ne viens pas faire l'histoire à la manière de la description qui était tombée ce jour-là. Non, moi, c'est interroger pourquoi un tel était tombé. Bon, ma proximité avec le professeur Obenga peut m'aider certainement à avoir une sensibilité particulière. Mais la gestion des libertés, je crois que À cette époque. c'est là l'intérêt de la définition qu'a faite le professeur Atondi. Mais nous gérons les libertés. Aujourd'hui, on est indépendant pour aller dans le sens du professeur Chumambi. Maintenant, nous, on est responsables. Nous, on est responsables de nos libertés. Nous avons hérité d'un État colonial. Nous en faisons ce que nous voulons. Et en réalité, la date essentielle, c'est le référendum dont il parle. Voilà. 1960. Pour moi, pour commencer à réellement parler, il faut faire une césure avec 58-63. Moi, c'est 63 qui me paraît être un fait historique. Ah bon? Oui, pourquoi? Parce qu'il y a eu comme le rejet de l'ordre ancien, qui était le prolongement de l'ordre colonial. Puisque chaque révolution, chaque mouvement a toujours un langage. Quel est le langage qui a été utilisé en 58? Quel est le langage qui a été utilisé 2 ans après, c'est-à-dire en 60? Et quand vous voyez la rupture de 63, vous voyez un mouvement, même s'il il y a eu des paradoxes après, vous voyez dans ce pays, en gérant même les libertés dont vous parlez, à un moment donné, nous ne célébrions plus le 15 août 1960, à moins d'avoir une mauvaise lecture des événements. Donc, les libertés, nous, on les gérons comme on peut,
avec quelques avatars. Et effectivement, on ne va pas revenir sur les problèmes passés. Le professeur Atundi l'a dit ici. Pour moi, les libertés sont gérées à minima. À minima. Regardez un peu après. Lorsque nous avons fini avec 1960, il y a eu un mouvement syndical à la suite du décret qui devrait faire revenir le parti unique. Les syndicalistes luttent pour cela, pour qu'il n'y ait pas parti unique. Mais moi, c'est le parti unique qui s'installe encore. Vous voyez, le paradoxe, c'est déjà de la Révolution congolaise. Maintenant, les libertés ont été gérées à partir du multipartisme. Moi, je n'ai pas beaucoup d'éléments. Vous voyez, j'ai amené expressement ces ouvrages parce que à l'occasion du 50e anniversaire, il y a eu 4 tomes sous l'autorité du chef de l'État, sous la direction du chef d'État qui a pris un décret pour qu'il y ait une étude sur les 50 ans de notre existence en tant qu'État-nation. On a produit 4 tomes qui ne sont pas encore présentés au grand public. Justement, ça fait 10 ans, 12 ans déjà. Donc, tout ce qu'on dit, l'essentiel ici, il y aura des thèses et des contre-thèses. Donc, c'est déjà important. Pour moi, les libertés qui ont été faites après, je préfère peut-être que les deux prennent la parole. Comment était géré le multipartisme de 58 à 63. Je n'ai pas assez d'éléments, mais je trouve qu'il y a eu le paradoxe dans l'évolution des libertés au Congo. Comment des syndicalistes qui font un mouvement, parce qu'ils contestent le décret d'avril 63, réhabilitent le parti unique sous le MNR. Le professeur Tsomamba a quelque chose à dire là-dessus? Bon, disons que le départ conditionne toujours l'avenir. Comme disait un homme politique éminent de ce pays, il ne faut pas rater les débuts. Vous voulez pas du général Yombi? Ça, c'est le général Yombi. Il faut le citer pour les gens gens. ne trompent pas. Merci pour le rappel. Oui. Bon, je voudrais dire que il était difficile pour nous, dans les conditions de l'époque, de jeter les bases d'un État démocratique évolué qui puisse donner des résultats que nous souhaitons. Pourquoi? D'abord au plan de la gouvernance. Il faut une masse critique. Je ne vois pas, M. Atundi l'a rappelé tout à l'heure, qu'avec le minimum de cadres que nous avions, faire fonctionner un pays comme le Congo. C'était pas facile. Bon, on ne peut pas être indépendant et compter sur la coopération internationale pour venir gérer votre pays, ça n'a pas de sens. Donc déjà là, il y avait un handicap dès le départ. Au niveau des cadres, nous n'avions pas l'élite nécessaire pour impulser le développement dans le pays. Alors, quand on voit au niveau politique, ce que nous connaissons aujourd'hui prend sa source dès le départ. Peut-être la physionomie politique de l'époque, bon gré mal gré, était bâtie malheureusement selon la divergence entre le Nord et le Sud. Opango représentait le Nord, Zulu le Sud. Et nous avons hérité tout ça jusqu'à aujourd'hui. Ça nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que si c'était d'autres personnes, si la configuration était peut-être différente, on aurait peut-être connu une situation différente, je n'en sais rien, mais enfin... Ça ne s'invente pas. Voilà. Et autre chose, si le président Yulu avait maintenu Pointe-Noire
comme capitale du Congo, comme au temps du plutôt du Moyen Congo. Pointe-Noire était la capitale du Moyen Congo. C'est Brazzaville qui était la capitale de l'AEF. Si on avait maintenu Pointe-Noire comme capitale du Congo, peut-être la vision serait différente. Cette affaire du Nord-Sud qui nous poursuit aujourd'hui serait perçue peut-être autrement. Alors, donc voilà, il y a un certain nombre de handicaps qui ont existé depuis le départ et qui nous poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Mais en tout cas, Je ne suis pas tellement d'avis. Hein. Oui. Enfin, je suis un peu réservé. Laissez le professeur répondre. Je pose uniquement des questions. Absolument. Ce n'est pas des certitudes, puisque nous sommes là en train d'imaginer des choses pour essayer d'expliquer la situation que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Bon, donc il y a une suite chronologique parce que le professeur Atondi présente un citoyen congolais inconscient, il faut dire, permettez-moi le terme, dès le départ. Voilà. Et nous avons posé le problème des pères d'indépendance qui aujourd'hui semble être une illusion parce qu'au départ, il faut qu'il y ait des gens qui puissent lutter pour l'accession d'indépendance. Mais en passant, professeur Anthony Lécasse, nous voulons se faire une idée réellement de cette révolution 13, 14, 15 août. Vous allez un peu trop vite en besogne. Oui, il faut achever ça. Parce que nous le verre est dans le fruit. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? L'histoire est têtue, hein? Le président Youlou signe les accords de coopération avec Jean Foyer, qui est secrétaire d'État. En quoi sont faits ces accords? Puisqu'on a dit qu'au départ, ce qui a été posé comme acte continue avec des effets désastreux. La première, les richesses du Congo stratégiques doivent être en priorité exploitées par la France. La formation des gens, que ce soit au plan universitaire ou la formation des militaires, en priorité doit se faire avec la France, y compris l'achat des équipements. La monnaie, la même chose. Surtout. Mais vous savez ce qui se passe dans les faits? Nous avons ce qu'on appelle le franc CFA. Mais qu'est-ce que le franc CFA? On peut dire un papier pamba. Pourquoi? Parce que les ressources que nous tirons de nos exportations sont payées en devises. Et les devises sont gardées par la Banque de France. Puisque nous formons la communauté, donc on met tout ensemble, comme disait De Gaulle. Et ils prélèvent une partie de ces devises pour faire du papier monnaie qu'on appelle le franc CFA. Au commencement, il paraît que c'était 85%. Oui. Ce qui se passe, c'est que avec ton franc CFA là, puisque nous mettons tout ensemble, tu ne peux même pas acheter une baguette de pain à Paris. Parce que ce n'est même pas une monnaie, ce n'est pas une devise. Et la chose persiste de nos jours. Donc, ce qui fait que les retombées de ces accords ont leurs dégâts. Bon, vous avez parlé de liberté et tout ça là. Oui. Mais nous avons dans notre pays un usage abusif de ces termes. Liberté, démocratie. Est-ce que vous savez quel est le principe premier de la démocratie? Le principe premier de la démocratie, ce n'est pas de faire des élections. Le principe premier de la démocratie, c'est faire des élections pour changer. Des élections qui se passent, on appelle ça l'alternance. La démocratie signifie qu'on vote pour changer
Mais si les élections sont organisées pour faire du sur-place, ce n'est pas la démocratie. C'est la raison d'être d'ailleurs. En fait, j'ai un avis. Ça, c'était l'avis. Mais je suis d'accord, mais à 49%. Mais les 51%, alors, en tout cas. Donc, moi, je dis, si on prend le terme de démocratie tel que, c'est pas nous qui l'avons inventé, chez nous, il y avait, dans nos cultures traditionnelles, il n'y avait pas de démocratie. Il y avait... On aspire aujourd'hui à une démocratie. On aspire, mais on risque d'aspirer beaucoup d'air et plein de choses. Non, ce que je veux dire, c'est quand on parle même de liberté, ce sont des notions qui nous sont venues de l'extérieur. Parce que dans nos villages, la liberté, c'est quoi? La liberté, c'est faire ce que tout le monde convient qui est bien. Qui est bien. Ça, c'est d'ailleurs le philosophe qui... Voilà, le philosophe, c'est lui. Donc, ce que l'on fait qui est bien est accepté de tout le monde. Mais c'est ça, là, la forme. Voilà. La belle, d'ailleurs. Mais nous avons voulu y ajouter des concepts tirés d'un contexte tout à fait extérieur. Et c'est là justement que ça bute. Et on trébuche à chaque coup. On ne sait pas où on va. Vous prenez les journaux ou les médias dans leur ensemble. Lorsque les journaux s'engagent dans une analyse pour scruter ce qu'on peut appeler la gestion d'un État, si les gens qui sont au pouvoir estiment que vous êtes en train de le dénigrer, vous avez des ennuis, des pires ennuis. Mais c'est un problème de culture, je pense. Mais justement... C'est réel, ce que vous dites est réel. Ah oui, mais c'est ça. C'est un problème de culture. Oui, mais notre culture, c'est laquelle? Alors, oui, professeur. Il y a deux pavés. Voilà. Le premier, c'est lancé par... Enfin, je pense fondamentalement que les choses, il faut le dire vraiment, vraiment, l'indépendance, il faut qu'on s'entende. Je sollicite la compréhension du professeur Tchomambe pour qu'on s'entende sur le concept. Notre indépendance est nominale. Nominale, c'est-à-dire vraiment de fait. En réalité, est-ce que les Indiens ont la monnaie, la monnaie qui est arrimée à la monnaie de la Grande-Bretagne? Bon. Est-ce que la Pologne aujourd'hui a la monnaie d'un autre pays? Mais vous voyez que nous sommes en retard au Congo. Ce débat, par exemple, sur la monnaie, ce n'est pas un débat d'enfant. Les révolutionnaires congolais au PCT avaient déjà commencé à poser cette question. Absolument. Si on le dit, ce n'est pas faire. Mais si ce problème-là, c'était par notre faveur, pourquoi la puissance colonisatrice est toujours opposée? Quand vous voyez un adversaire vous applaudir sur un fait, ça veut dire que vous vous trompez. C'est la sagesse simple. Donc je pense que de ce point de vue, sans tropicaliser la liberté, le professeur Atondi, la liberté a une explication que vous avez donnée, mais on ne peut pas dire que c'est un concept venu d'un autre contexte. On ne peut pas non plus l'adapter. Quand on dit un homme, c'est quelqu'un qui marche debout, qui a ceci. Les concepts sont universels, le physicien... Oui, professeur. Deuxièmement, j'ai marqué mon petit désaccord avec le professeur Tchomambe. L'énoncé est juste. Mais le développement me paraissait... Enfin, il a voulu raccourcir. On parle au Pango. Non, au Pango, si c'était le Nord en tant que géographie, ce serait même une bonne chose. C'est une évolution par rapport au territoire ethnique. Or, le Nord a assimilé à une ethnie ce que je conteste comme le Sud. Il n'y a pas d'une homogénéité ethnique au Nord. Vous voyez le groupe, par exemple, Téké, qui est l'intersection. Si on dit c'est un leader du Nord, et politiquement, c'est même supérieur à la notion d'ethnie. Ça veut dire que tous ceux qui sont au Nord, or, ce n'est pas ça. C'est pas ça. On confond le Nord à une ethnie. Et même aujourd'hui, vous voyez le langage actuel.
on présente le pouvoir du Nord, le pouvoir de... Je prends l'exemple, par exemple, de Marin Gouabi, en 69. Si vous prenez par rapport au personnel politique, il y a un acteur ici qui peut me dire, le Foba, taisez-vous, vous allez trop vite. Le bureau politique avait 11 personnalités. Il y avait combien de personnalités originaires du Nord? 2. Mis à part le président. Donc, l'affaire de Youlou au Pango, qui est structurée en termes de Nord-Sud, ça crée tellement une dépendance intellectuelle en réduisant le Congo à une fausseté. Parce qu'après, quand on dit le Nord, on assimile à une ethnie. Mais au Nord, il y a une mosaïque d'ethnie, mais je prends le groupe Téké qui est à cheval entre eux. Peut-être ceux qui sont au Nord sont même moins nombreux que ceux qui sont au Sud. Donc je pense qu'il faut élaguer ces concepts pour voir la réalité, comment elle évolue. Aujourd'hui, l'éruption sur la place politique de Pascal Lissouba a pu faire du Congo un triangle. Je parle des années 90. Plus un pays agit sous le fait d'un triangle, ça suppose qu'aucun groupe ou aucun groupe d'intérêt ne peut seul se tailler le luxe de dire qu'il est ceci majoritaire. Au Congo, il n'y a aucune ethnie qui, enfin, si les TK avoisinent, mais personne n'a 50% ou 51%. Donc nous sommes nécessairement obligés de créer des conditions politiques, comme dit Atoudi, en comprenant les mêmes choses. Notre indépendance, là, moi j'insiste, elle est nominale. Alors, elle est nominale, professeur. Vous voyez que, chers téléspectateurs, concernant la réflexion sur... Non, déjà, il faut dire que la réflexion sur l'indépendance est tellement vaste, le temps nous est imparti. Et nous courons cette fois-ci derrière le temps. Alors, nous allons... Mais s'il était imparti, c'est qu'il a accordé. C'est ça que vous voulez dire. Ça veut dire ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est moins. Merci bien, professeur. Alors, qu'est-ce que le Congo a gagné ou quelles leçons a tirées? Et je pose cette question au regard de ce que pense la population congolaise. Et c'est une réalité, elle est patente, on ne doit pas se voir la face comme font les politiques, certains politiques, je veux dire. 60 ans aujourd'hui et 1900 ans aujourd'hui, ça nous fait 62 ans. 62 ans, c'est un vieux monsieur qui est en face de vous. 62 ans. Alors, l'indépendance nominale, nous avons connu tant de séquences dans notre histoire, crise, guerre, déchirure, ainsi de suite. De par l'unité nationale toujours prônée, on arrive à mener à bon port le bateau congolais. Mais cependant, lorsque nous plongeons regard sur la société congolaise, tous les secteurs de la vie, il faut le dire, il y a problème. La santé pose problème, l'éducation pose problème, et j'ai en face de moi un carriériste de ce domaine, le professeur Tchoumomé, qui en sait quelque chose en matière d'éducation. Déjà, vous êtes tous des universitaires, donc des pédagogues. Vous connaissez bien l'école congolaise, certainement, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Alors, la politique, c'est souvent des confusions, des crises, ainsi de suite. Vous venez de parler de la qualité de notre démocratie. L'emploi pose problème. L'économie, le Congo, incapable de créer son économie, fabriquer son économie. Finalement, il arrive, comme nous disait un prêtre, l'impression que ça donne, c'est qu'il n'y a que 3 secteurs qui vivent au Congo. Un, la politique, parce que tout le monde doit y aller pour gagner on ne sait quoi. Deuxièmement, l'armée, partout, les jeunes sont obligés d'aller à l'armée, à la police pour gagner de leur vie. Et l'Église, qui reste le refuge de ceux-là qui ne savent quoi faire, qui ne sont pas prises en charge par la société, c'est-à-dire les perdus, les stressés, les chômeurs, ainsi de suite. Alors, lorsqu'on parle d'élection aujourd'hui, et surtout que nous allons la célébrer, notre indépendance, la question que j'aimerais vous poser tous, après toutes ces années, que dire? Sommes-nous réels? Savourons-nous notre indépendance? Avons-nous bénéficié de notre indépendance? Sinon, qu'est-ce qu'il y a à faire? Voilà la grande question que j'aimerais vous poser. Je commence par le professeur Tchoumomé, cette fois-ci. Oui, c'est une vaste question qui nous interpelle tous. Mais je dis,
d'entrée de jeu qu'il y a eu une faillite des élites. Vous comprenez, tous les pays du monde, sans exception, ont été conduits par les élites. Ne croyez pas qu'aux États-Unis, en France ou en Allemagne, tout le monde est intelligent. Non. Il y a là-bas, j'ai vécu moi-même. Aux États-Unis, il y a des gens qui ne savent même pas où se trouve le Congo. Même en France. Oui, même en France, dans le bus. J'ai vu dans le train, j'ai Une allé femme à Grenoble. qui m'a posé la question, vous êtes de quel pays? J'ai dit du Congo. Il dit, le Congo c'est où? Moi, je dis en Afrique. Mais l'Afrique c'est où? J'ai dit, madame, je ne peux pas aller plus loin. Si vous ne savez même pas où se trouve l'Afrique. Alors, ce n'est pas eux qui font avancer le pays. C'est l'élite qui sert de locomotive qui fait avancer le pays. On voulait dire les intellectuels. Voilà. Mais tout cela a manqué. Peut-être nous n'avons rien compris. Parce qu'on a détruit même l'élite. Parce que les gens qui émergeaient, parce que le rôle d'un intellectuel, c'est d'émettre des avis, hein, d'intervenir, de servir de leader d'opinion, etc., pour essayer d'orienter un certain nombre de choses. Mais comme l'a dit M. Atondi, s'il n'y a pas de liberté, les élites ne peuvent pas s'exprimer et le pays ne peut pas avancer. Alors, donc on a connu ça. D'abord l'intolérance politique, parce qu'on n'a pas pu protéger nos élites, et c'était la porte ouverte à tout. Bon, vous avez parlé de la politique. Oui. Mais la politique a été considérée même comme un refuge de ceux qui ont essayé d'échouer partout. Hein. Moi, on me l'a fait savoir à Mosaka pendant la campagne, je vous assure. Les gens étaient étonnés de me voir venir battre campagne pour la députation. Ils disent, oh, mais un grand cadre comme vous, vous venez ici. Mais la politique, c'est l'affaire des imbéciles, c'est des gens qui ne savent rien faire. Alors, donc on a laissé le champ libre de la politique à des aventuriers. Permettez le terme, entre guillemets. C'est un peu coriace. Voilà. Tout en étant... On n'a pas pu protéger notre élite, l'élite s'est mise de côté ou a été détruite. Et voilà le chemin que nous avons emprunté, semé de guerres, de machins, etc. Parce que on n'a pas été réaliste. Bon. Sur le plan éducatif, je voudrais dire un mot là-dessus, parce que c'est un domaine que je connais très bien. Oui. Il faut dire que nous avons fait des efforts colossaux sur le plan de la formation. J'ai suivi même un poste au niveau de l'Internet, où je crois que c'est Alain Foucault qui a animé un débat sur cette question. Nous avons formé beaucoup de cadres. Aujourd'hui, presque dans tous les domaines. Au niveau de la médecine, des professeurs agrégés sont légion. Absolument. Au niveau universitaire, nous avons des professeurs, des docteurs qui sont là, etc. Donc il suffit d'organiser ce potentiel, d'essayer de le rationaliser. Il ne faut pas avoir peur des intellectuels, il faut les encourager, il faut les pousser plus loin. Hein? Vous voyez, on écrit des livres comme ça. Moi, j'ai écrit des livres sur la physique, en terminale, en troisième, etc. Je demande à l'INRAP d'organiser une séance de validation, etc. Ça fait 1 an. On n'arrive pas à le faire. Ça décourage. J'ai mis beaucoup d'argent pour le faire, mais ça n'avance pas. Alors donc, voilà, le professeur Atondi. Je voulais dire, à propos de votre question, oui, qui mérite des réponses, mais elles ne sont peut-être pas très complètes.
la politique, c'est... Il faut penser. Il faut penser le pays. C'est-à-dire avoir un projet. D'abord faire l'analyse de l'état présent. Et à partir de cette analyse, dégager les orientations qu'il faut. Et consentir les ressources qui permettent d'atteindre ces objectifs. En même temps, prendre des pauses pour apprécier le chemin parcouru, pour savoir si on a avancé ou on a reculé. C'est vraiment scientifique ce que vous dites. Donc ce qui se passe souvent dans notre pays, c'est qu'on ne pense pas. On ne pense pas. Je prends un exemple, sans pour autant critiquer les dernières décisions qui ont été prises. Le professeur Tshomambe a parlé ici des gens qui sont formés. On a formé beaucoup de gens. On a formé beaucoup de gens et de qualité, mais qui ne travaillent pas. Qui ne travaillent pas. Et on ne peut pas s'orienter vers une décision de genre, on va augmenter l'âge de la retraite au lieu de recruter des gens. Ah oui, c'est tout un problème. Ah ben écoutez, à quoi et c'est là, on se rend compte qu'il s'agit d'un système de gérontocrates, de vieux, qui veulent régler leurs propres problèmes et la suite de leurs copains, c'est un truc de coquins et de copains. Je veux dire pourquoi. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur beaucoup de plans. Non, je de... dis simplement ceci. Non, je le soutiens. Hein, Il faut penser. Pays. Mais combien de fois je ne croise pas dans la rue des gens que j'ai formés, et pour la plupart, ils ont changé de trajectoire. Ils ne font pas ce qu'ils ont reçu comme formation. Et sans compter le fait que si on prend le népotisme comme moyen de gestion, on recrute ses frères, ses cousins, ses enfants, etc., etc. Ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai connu une période où on passait des concours. Oui, oui. On passait des concours. Absolument. On passait un concours et on entrait dans une structure, on était formé et puis on était affecté. Mais tout le monde sait comment les gens rentrent à la fonction publique. On prend un dossier. Vous savez que le service du courrier n'existe plus. Le dossier va de main en main, de bureau en bureau. Il faut donner l'argent ici, etc., etc. Et les gens finissent par se faire recruter. On ne se pose pas la question de savoir quel est leur profil et dans quelle direction ici il faut les affecter. Donc on est... c'est du n'importe quoi. On ne peut pas parler de gestion. Voyez, on peut prendre un exemple. On va chuter, professeur. Oui, on peut prendre un exemple. Nous avons, à un moment donné, au niveau du PCT, parce que j'ai fait partie du PCT pendant 2 ans. Seulement. Oui. Non, à la direction, vous voulez dire. Mais le parti des PCT. Mais à la direction, J'ai fait peut-être 3 ans. Depuis 69 jusqu'au 22, c'est... Oui, mais 3 ans. 3 ans. Oui, professeur, allons-y, vous avez 1 minute. Oui, mais moi je voudrais rebondir sur la question posée. Il y a, qu'à cette époque, on disait, il faut prendre des hauteurs dominantes de la vie économique. Les hauteurs dominantes, c'est quoi? Les finances, l'agriculture, le commerce, l'industrie. Moi, quand je rentre de France en 82,
mon frère me prend en voiture, on arrive sur le boulevard des Armées. On peut chuter, hein? Oui. Il y avait une grande plaque. Le Congo importait pour 8 milliards de francs CFA de produits alimentaires. Aujourd'hui, c'est 700 milliards. C'est sorti de la bouche du chef de l'État lui-même. 745 milliards. Bon. Mais les fameux plans de développement qui ont été conçus, bon, comment se fait-il qu'on se pose cette question-là? L'agriculture priorité de priorité. Les gens commencent à ne plus y... Et si la politique n'est faite que de slogans, alors là, c'est... Voilà tout le problème. La politique, toujours la politique. Oui, professeur Guéral, non, la politique, c'est souvent difficile de prendre la parole. Après des intellectuels qui ont en commun l'expérience, mais définir la politique comme venait de le faire le ministre Tchomambé, ça me paraît juste, enfin, c'est pédagogique et ça peut sur l'histoire. Mais c'est quand même un engagement. Je pense que c'est la chose. Est-ce que tout son engagement? Oui, on peut discuter du concept. Oui. Vous savez qu'il y a une chanson de Franco qui dit moi, c'est à Lazare, ça veut dire qu'il y a une fausse femme. Il y a des gens qui rentrent en politique avec l'engagement du service public. Maintenant, des gens un peu malins sont peut-être plus nombreux aussi, n'ayant pas les mêmes qualités, on confond. Et il a été gentil, il aurait pu dire que dans nos villages, on pense que la politique, c'est le mensonge. Oui, mais bien sûr. Mais je ne crois pas, parce que le mensonge vous rattrape toujours. Souvenez-vous de ce que disent les frères Larry. Quand vous mentez, ne dormez pas dans le village prochain parce que ça va vous rattraper. Tout ce qui ment en politique, ça rattrape toujours. Alors, 3 minutes, professeur. 3 minutes. Oui. Mais ce que je constate dans notre pays, les deux collègues m'ont précédé, ils disent qu'on ne pense pas, oui, mais je pense qu'on ne value pas. On ne value pas, parce que l'Africain a un problème, il a un problème. Là, nous célébrons, non, de 72 ans. On a fait 50 ans, on a écrit des livres, mais je crois qu'il y a très peu de gens qui voient ces livres-là sur la place, sur le marché. Le deuxième moment, une société qui ne fait pas le point, parce que la seule occasion où nous étions ensemble, c'est lorsqu'il y a eu la conférence nationale. Mais 30 ans après la terre que nous voyons sur la démocratie, si vous prenez le temps de 56 à 63 et maintenant, quels sont les bienfaits, quels sont les méfaits? Or, les Européens se distinguent de nous. Chaque fois, ils évaluent. Quand vous avez fait 5 ans, vous n'allez pas en France. Vous allez la 6e année, vous voyez qu'il y a quelque chose qui a changé parce qu'ils étaient assis pour réfléchir. Même l'administration. Nous parlons, par exemple, du népotisme. Si vous prenez dans la gouvernance administrative qu'un dossier ne peut pas rester 8 jours ou 1 mois, il y aura moins de dégâts comme nous le voyons. Parce qu'il faut des règles. Si l'État n'a pas de règles, il y a pas, ça n'évolue pas. Mais ce n'est pas le fait d'une seule personne. On a parlé de retraite. Moi, je ne rebondis pas sur ce qu'ils ont dit. Certainement, ils peuvent avoir raison, mais il y a des formations comme l'enseignement, la médecine. Aux États-Unis, même en France. Voilà, la France avait cet handicap. J'ai travaillé comme consultant auprès de Montagnier quand j'étais en exil à l'UNESCO. Il avait la retraite à 62 ans. Dès que les Américains, ce qu'ils étaient en train d'aller à la retraite, on lui a ouvert un laboratoire à 8 millions. Et dans ces pays, un professeur de physique, il va à la retraite à la carte, à volonté. Mathématiques, médecine. Si vous êtes malade, un médecin chirurgien expérimenté de 70 ans vous opère, vous allez dire non parce que vous êtes vieux, il faut que les jeunes gens viennent travailler. Je pense qu'il faut nuancer. Il y a des domaines où on peut dire vraiment dans nos pays-là, l'enseignement supérieur, la médecine, il y a beaucoup de domaines comme un peu, aujourd'hui la France n'envoie pas tout. Ces professeurs, ils trichent comme les États-Unis. Enfin, ils ont triché, ils ont copié, je veux dire. Donc, je m'arrête là pour dire, dans l'enseignement, vous voyez, en 70, le professeur Tchomambé était déjà professeur ici. Non.
En 72, en 73. En 73. Voilà. Vous étiez professeur à Marien-Ngouabi, à l'Université de Brazzaville. Bon. Nous étions en 73 au lycée. Bon, le Congo avait 4 lycées. Le Congo avait combien d'habitants en 1973? Autour de 1 200 000. Alors, si aujourd'hui, vous voyez la flopée des lycées, on crée des lycées sans la carte scolaire. Et il y a des lycées qui n'ont pas de professeurs de ceci. C'est ce que alors, ça veut dire que voilà, si on suivait la marche, plus vous créez des lycées, plus les gens ne sont plus brassés, il n'y a plus de brassage, parce que à mon époque, il y avait 4 lycées. Nous étions 1 200 000 habitants. Si on a à peine 5 millions, on devrait avoir les mêmes effectifs, certainement 16 lycées publics. Il y aurait l'avantage de brasser les étudiants. Aujourd'hui, si vous quittez Etumbi, vous allez à Cuba pour la médecine. Vous revenez, vous affectez à Etumbi, vous n'aurez connu que l'Embéré. Mais comment vous allez faire la nation? Vous avez un pays qui a des habitants, mais qui n'a pas de citoyens. Qui n'a pas de citoyens. Quand j'étais jeune, on payait l'impôt dans les villages, même les paysans. Même 500 francs. Mais quelle est la part de citoyenneté qu'ils donnent à l'économie nationale? C'est-à-dire que leur contribution. Merci bien, professeur. C'est par ces mots que nous bouclons la boucle, en tout cas, chers téléspectateurs. Vous venez là de suivre l'expérience des anciens, l'expérience de ces 3 professeurs d'université. Je retiens une chose pour la part des Congolais, en tout cas. Le mariage politique et intellectuel s'impose. Parce qu'à les entendre, seul l'intellectuel a la possibilité, le pouvoir, l'autorité, en tout cas, d'éclairer la société. On fait politique. Mais où est-ce qu'on se ressource? L'expérience a démontré dans le monde qu'il y a des gens qui pensent, qui ne font que ça. Ils pensent les schémas de développement. Ils pensent beaucoup de choses. Et aux politiques, de se transformer comme instrument par leur volonté de les appliquer. Question, est-ce que dans le processus d'évolution du Congo-Brazzaville, de notre République, cette réalité a lieu? Deuxièmement, l'évaluation. Même dans la vie d'un individu, on devait s'arrêter un jour pour faire le bilan. Mais le constat fait, on ne fait que progresser. Là, nous allons célébrer, nous allons festoyer, nous allons boire, nous allons tout faire. Mais le lendemain, ça serait une nouvelle dynamique. Qu'avons-nous gagné? Qu'avons-nous fait? Qu'est-ce que le Congo réellement? Est-ce que ce Congo peut continuer sans pourtant s'asseoir pour réfléchir? Voilà qui a été de notre échange. En tout cas, cher professeur, tout l'honneur en tout cas a été à Marc Le Bazar, plus précisément la DRTV, pour vous avoir reçu sur mon plateau. Au revoir chez vous, à la prochaine fois. J'avais reçu donc le professeur Atondi Lekas Momonzou, universitaire, le professeur Anaclé Chomambe, le professeur Grégoire Lefobal. À la prochaine fois, bonne fête.